Bonjour à toutes et à tous. Sans tarder, nous allons donner la parole au professeur Torres, qui va nous parler d'un sujet important, c'est la santé des professionnels libéraux. Alors, je ne parle pas de vous, mesdames, messieurs, praticiens, je parle de notre propre santé, car on en a bien besoin les uns et les autres. Voilà. Je laisse donc la parole au professeur, qui connaît parfaitement nos instances, nos arcades, et connaît surtout la PME. À vous, professeur. Un grand merci, Monsieur Sens. C'est pas la première fois qu'on se voit. J'ai eu l'honneur d'être invité par vous-même à l'époque dans le champ de l'expertise comptable. Et je suis d'autant plus heureux que c'est assez rare que j'intervienne devant l'UNAPL. Et alors là, les journées de l'UNAPL, c'est pour moi une occasion rêvée parce que vous avez raison, je m'intéresse à la PME. Alors je suis un PMiste. Voilà, c'est un terme que j'ai inventé. Et j'ai toujours éprouvé le besoin de mettre en avant les PME. Alors les PME dans sa forme la plus diverse. Il y a à peu près 6 mois avec Monsieur Clerc, j'intervenais à la maison des professions libérales. Et avec Michel Sassang, on s'est croisés plusieurs fois. Et c'est vrai que un chiffre est plus éloquent que tout. 99,84% des entreprises en France sont des PME. J'aime bien ce chiffre, parce qu'il plante le décor. Alors, bien sûr, l'UNAPL est une des composantes de cette diversité de la PME. Il y en a plusieurs, bien évidemment. Et avec, bien sûr, la notion de compétence qui est mise en avant, qui est très importante, la notion de liberté, j'y reviendrai. Mais quand on prend, comme je le fais en tant qu'économiste de la PME, les PME dans leur diversité, j'aurais tendance à dire que les PME sont partout. Quand on vient ici, à Biarritz, je dois avouer que c'est la 3e fois. Et je dois avouer que c'est la 3e fois à la demande de Christophe. Hein, je sais pas, il doit y avoir quelque chose avec Biarritz. Hein, et c'est vrai que les PME sont partout. Si vous venez chez moi à Montpellier c'est IBM, c'est Sanofi, c'est Dell. Mais regardez les chiffres de l'économie montpelliéraine, l'essentiel des entreprises, ce sont des PME. Quand je vais à Toulouse, ça m'arrive, il faut que je m'y fasse. En tant que Montpelliérain, nous avons perdu le statut de capitale. Si Fresh était là, Monsieur Sens, vous ne rigoleriez pas comme ça. Mais enfin bref. Eh bien, on me dit qu'à Toulouse, il y a un État dans l'État, c'est Airbus. C'est vrai. C'est vrai, c'est exact. Eh bien, regardez les chiffres de l'économie toulousaine. L'essentiel des entreprises, ce sont des PME. Les PME sont partout. Où que vous alliez, les PME sont partout. Allez à Nantes, les PME sont partout. Allez à Rennes, les PME sont partout. Allez à Brest, les PME sont partout. Après, on ne peut plus aller plus loin. C'est fini. Hein, la terre est finie, paraît-il. Hein, allez à Lille, allez à Nantes, allez à Marseille, allez à Nice, allez à Bordeaux, comme je l'ai fait hier, et où je suis resté bloqué pendant 3 heures à la gare. Je reparlerai après de la SNCF. Eh bien oui, les PME sont partout. Et même quand on va à Paris, notre capitale, parce que c'est notre capitale à tous, Paris n'est pas que l'affaire des Parisiens, je suis désolé, c'est notre affaire à tous. Bien, si vous allez à la Défense, c'est palpable. Vous avez des immeubles avec marqué Total, avec marqué TF1. Le CAC 40 est présent. Mais regardez les chiffres de l'économie. À Paris, l'essentiel des entreprises, ce sont les artisans, les commerçants, les indépendants, les professionnels libéraux, les PME, TPE de services et d'industrie. Les PME sont partout. Et vous allez dire, est-ce que c'est propre à la France? Pas du tout. Allez en Allemagne, allez en Espagne, en Italie, au Portugal, les PME sont partout. C'est l'essentiel des économies. Il y a parfois quelques nuances, mais elles sont partout. Allez aux États-Unis, le pays du big business, comme on dit. General Motors, General Foods. Regardez les chiffres, l'essentiel des entreprises aux États-Unis, ce sont des PME. C'est pareil au Canada, c'est pareil au Mexique. Allez en Chine, allez au Japon, allez au Vietnam, les PME sont partout. Et si vous allez en Afrique, l'Afrique, c'est une terre d'entrepreneuriat. On parle parfois même d'entrepreneurs informels.
Les PME sont partout en Afrique. Ce qui veut dire qu'à l'instant où je parle, quel que soit le territoire, quel que soit, j'allais dire, le département, la région, le pays, voire même le continent, les PME sont partout. Elles sont partout, sauf dans les livres. Et permettez-moi de faire passer un autre message. Elles sont partout, sauf dans les théories. Et voyez-vous, peut-être moins à vous qu'en d'autres endroits où j'interviens, mais très souvent, les indépendants, les hommes et les femmes de terrain, comme vous aimez à vous qualifier, ont parfois un regard un peu distancié avec la théorie. La théorie, c'est un peu abstrait, c'est un peu fumeux. Moi, ce que je veux, c'est quelque chose de pragmatique. Quelque chose qui marche, je l'entends. Permettez-moi de vous dire qu'il n'y a rien de plus pratique qu'une bonne théorie. Hein. Et que ce qui me frappe encore aujourd'hui en tant qu'économiste, c'est la place que les PME occupent dans les sciences économiques. C'est finalement même la place que les PME occupent dans le droit du travail. Quand on regarde comment le droit du travail a été construit, c'est un droit du travail pour les grands groupes, extrêmement formel et procédural, pas pour le monde de la PME. Et je pourrais multiplier à l'évidence les exemples qui montrent que les PME sont partout, mais pas dans les théories. Et Madame Mercier, que je remercie, je ne sais pas où elle est, mais elle est dans les parages, elle est devant. C'est toujours pareil, on regarde trop vers le fond. Et vous savez, quand on est prof, on regarde toujours le fond, c'est les plus dissipés. Voilà, en général. Mais là, ils sont sages pour l'instant. Hein, mais vous m'avez dit, à juste titre, et Christophe aussi, là, ce sont tous les représentants de l'UNAPL de tous les départements de France. Je compte sur vous pour être extrêmement pratique. Eh bien, je vais vous faire une promesse. Tout ce que je vais vous dire sera théorique. Vous entendez? Et je ne vais pas me renier une seule seconde de ce que je suis d'abord et avant tout un universitaire. Mais permettez-moi de vous dire à quel point les théories sont importantes. Et je prends un exemple tout simple. Si mon problème c'est de construire un terrain de foot, je parlais tout à l'heure de Didier Roustan. Pour ceux qui, à mon âge, tous savent à quel point cette personne que je n'ai jamais rencontrée ni connue, finalement, quand j'ai appris son décès, ça m'a fait quelque chose. Bon. Eh bien, si votre problème est de construire un terrain de foot, vous allez considérer que la Terre est plate. D'accord? Mais si votre problème est de faire décoller une fusée à destination de la Lune, cette fois-ci, vous allez considérer théoriquement que la Terre est ronde, et que de surcroît, elle tourne sur elle-même. Il vaut mieux tenir compte de la gravitation terrestre, d'ailleurs, si vous voulez que la fusée puisse s'allumer. Et en vérité, la Terre, elle est ni plate ni ronde. Hein. Elle est ni parfaitement plate, ni parfaitement ronde. Mais en fonction du problème auquel vous êtes confronté, tantôt je chausserai la lunette conceptuelle qui me dit que la Terre est plate, tantôt je chausserai la lunette conceptuelle qui me dit qu'elle est ronde. En vérité, les théories ne sont pas là pour produire de la vérité. Les théories sont là pour produire de l'utilité. Bienheureux celles et ceux qui ont le plus grand nombre de théories en tête, parce que c'est l'œil de l'expert. Et c'est, vous le savez, c'est, je dirais, votre fonds de commerce. C'est votre compétence. C'est le renouvellement de vos compétences. La question de la formation qui est chevillée au corps de tous les débats que vous avez eus à l'UNAPL et au sein aussi de l'UDP, ne l'oublions pas. Donc on voit bien que la question des connaissances, la question des théories, elle est essentielle. Eh bien, je vous pose une question. J'ai passé une agrégation d'économie. En 5 années d'études, combien de fois j'ai entendu le mot PME? Combien de fois j'ai entendu le mot professionnel libéral? J'allais dire presque triple zéro. Combien de fois j'ai entendu le mot artisanat? C'est extraordinaire. On forme pendant des années des économistes entiers qui vont enseigner l'économie. Ils n'entendent jamais le mot PME. Alors vous allez me dire, oui, ce n'est que 99,84% des entreprises. C'est extraordinaire. Eh bien ça, je lui donne un nom à ce phénomène. Je vous le livre. On peut appeler ce phénomène un effet Gulliver. Et je définis l'effet Gulliver comme un biais de représentation du monde à partir des géants. Il y a dans nos sociétés, et c'est pas propre à la France, même si parfois ici c'est magnifié, un biais de représentation du monde à partir des géants. Et nos élites, dont je veux croire que ce sont des hommes et des femmes de bonne volonté, je ne participe pas de ceux qui diabolisent en permanence les élites. Je veux croire que ce sont des hommes et des femmes de volonté, mais ce que je constate
parce qu'on est plusieurs de temps en temps à les rencontrer, à les côtoyer, qu'ils ont essentiellement le modèle de la grande entreprise en tête. Et ils pensent après que le monde fonctionne comme ça. Et je vais prendre un exemple qui m'a marqué dans ma chair. Ma fille est née il y a maintenant 4 ans. Elle a passé un bac ES, économique et social. Je me souviens comme si c'était hier. Elle a eu sa première leçon d'économie quand elle est arrivée en terminale. Le soir, arrivant à la maison, sachant que son père est économiste, elle me dit « Ah, ça y est, papa, on m'a enseigné le management moderne. » Alors j'ai dit « Qu'est-ce qu'on t'a enseigné ?» Elle m'a dit « Le taylorisme. » Alors c'est intéressant parce que Taylor, Frederick Winslow Taylor, qui était un ingénieur de formation, vous savez dans quel secteur il était? Souvent on me dit dans le secteur automobile. Non, il était dans l'acier, l'acierie. C'est-à-dire, si vous voulez, ce sont des secteurs extrêmement capitalistiques. Donc quand Taylor va théoriser la double division du travail, verticale et horizontale, il va théoriser des histoires qu'il a vécues lui-même. Et puis il y a un deuxième auteur qu'on a enseigné à ma fille, comme on l'enseigne un peu partout dans le monde. Et je le dis d'autant plus que de temps en temps, il faut savoir être un peu cocardier, parce que c'est un Français. Cet homme finira sa vie, et à 72 ans, il écrit un livre. On est en 1916. Il terminera sa vie en étant professeur à l'école des mines de Saint-Étienne. Cet homme, c'est Henri Fayolle. Tous ceux qui sont de l'expertise comptable ont entendu parler de Henri Fayolle, au moins dans les cours de première année. Les autres, peut-être moins. Mais Henri Fayolle, il dit, c'est quoi le management? C'est prévoir, organiser, contrôler, commander, coordonner, les 5 grands piliers du management. Mais vous savez quel était le métier de Henri Fayolle avant de terminer comme prof à l'école des mines de Saint-Étienne? Il était directeur général des mines de Commentry. Si vous voulez, pour situer Commentry, c'est à côté de Montluçon. Bon, Montluçon, c'est pas loin de Clermont-Ferrand. Vous voyez mieux? Non, mais c'est pas possible. Est-ce qu'il y a quelqu'un de Montluçon dans la salle? Il n'y a jamais personne de Montluçon. Mais j'ai regardé sur la carte, ça existe. Et voilà comment cet homme, quand il a théorisé le management moderne, il a théorisé ce qui lui a été donné à voir et à vivre, c'est-à-dire des histoires de grands groupes. Et puis à ma fille, comme à nos enfants, on nous explique qu'au début du XXe siècle, on est passé à l'ère de la production de masse. Regardez les mots qui sont consacrés par les économistes. Ils appellent ça le Fordisme. Mais c'est très intéressant. Mais le Fordisme, ça vient de Ford. C'est tout sauf une PME. Et à ma fille, comme à nos enfants, comme à nous tous, on nous a expliqué que dans les années 70-80, on est passé de la production de masse à la production en juste à temps. Regardez les mots consacrés par les économistes. On est passé du Fordisme au toyotisme. C'est le terme. Je n'invente en rien. Mais le toyotisme, ça vient de Toyota. C'est toujours une grande entreprise. Combien de fois aujourd'hui, on en parle souvent, on parle sans arrêt de l'ubérisation de l'économie. C'est un vrai sujet. Je sais que vous travaillez sur l'intelligence artificielle parce que ça vous bouscule. Et c'est très bien de s'emparer de ces problèmes-là. Mais ubérisation, Uber, c'est pas tout à fait une PME. Combien de fois on parle des GAFA? Google, Amazon, Facebook, Apple, rajoutez Microsoft. On ne parle que des géants. Eh bien ça produit un effet Gulliver. Un biais de représentation du monde à partir des géants. Et ça va très loin. Je vais prendre un exemple, moi, qui m'a marqué. D'effet Gulliver. Le compte de pénibilité. Ça vous dit quelque chose? Vous vous en souvenez? Pour tous ceux qui parmi vous ont des salariés. Peut-être que certains sont tout seuls, mais peut-être certains ont 3, 4, 5, 10, 15 salariés, selon un cabinet d'expertise comptable, vous êtes des employeurs, vous êtes tous des employeurs. Peut-être que le médecin généraliste qui est tout seul, peut-être pas. Quoique, les professions changent et changent beaucoup. Mais on voit bien que le compte de pénibilité, moi, en tant que président d'association, j'ai aujourd'hui 2 salariés. Alors bon, ça n'est pas de moi Bill Gates, hein. Mais bon, enfin, je me dis que si tous les fonctionnaires créaient 2 emplois, vu que nous sommes 5,6 millions, il n'y aurait plus de chômage dans le pays, hein. Et les Allemands viendraient en France pour travailler. Bon. Mais enfin, bref, c'est une autre question. Donc, j'ai regardé le compte de pénibilité. Mais de vous à moi, j'étais incapable de répondre aux questions qu'on me posait. Dans l'année, combien de fois j'ai eu froid? Combien de fois j'ai eu chaud? Mais j'en sais rien. À l'instant où je vous parle d'ailleurs, est-ce que j'ai froid ou est-ce que j'ai chaud? Et vous pensez que j'ai la mesure de penser à ça? J'en sais rien. Combien de fois j'étais en hauteur? Combien de fois j'ai porté des poids? Mais je n'en sais rien.
Sauf que vous savez très bien que le compte de pénibilité, c'était pas pour le patron. C'était par tête de pipe, il fallait le remplir par salarié. Alors, je vous interroge. Quelqu'un qui vous pose 10 questions pour lesquelles vous n'avez strictement aucune réponse. Si vous êtes honnête avec la personne qui vous interroge, qu'est-ce que vous lui répondez quand il vous pose des questions? Je ne sais pas. Un esprit normalement constitué est obligé de dire je ne sais pas. Vous ne pouvez pas répondre. Oui, mais si vous ne répondez pas, vous allez avoir la visite de Gérard. Vous le connaissez, Gérard? Non? Vous le connaissez, j'en suis sûr. Gérard Filoche. Ça vous dit rien? Gérard Filoche, inspecteur du travail. Il va venir vous voir et qu'est-ce qu'il va vous dire? Au nom de la République, parce que c'est comme ça qu'il s'adresse à un indépendant. Filoche, c'est un ancien trotskiste, hein. Enfin, je veux dire, parce que, et vous savez qu'il voulait se présenter à la présidentielle à l'époque de Hollande. Non, mais il n'a pas eu l'investiture. Et c'est dommage, parce que s'il y était allé, moi j'avais trouvé son slogan. Avec Gérard, la France, c'est Filoche. Eh oui, mais il m'a pas donné ce plaisir. Et donc, imaginons que cet ancien trotskiste soit magnanime avec un chef d'entreprise et qu'il vous dise, allez, je vous laisse 15 jours, je reviens. Alors maintenant, je vous repose la question. Un esprit normalement constitué, à qui on pose 10 questions auxquelles il n'a pas la réponse. Mais il sait que s'il ne répond pas, il est à l'amende. Cet esprit normalement constitué, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il répond n'importe quoi. Très, très bonne réponse. Eh bien, je vous invite à lire un livre du professeur Michel Gori, professeur émérite de l'université d'Aix-Marseille, un sociologue. Il a écrit un petit livre qui se lit en 2-3 heures. Et c'est La fabrique des imposteurs. Et Roland Gori définit l'imposteur comme un homme ou une femme qui s'adapte à un monde inadapté. Et j'ai compris qu'on y était tous devenus des imposteurs. Quand on est dans un monde où il y a sans cesse de plus en plus de lois, de plus en plus de règles, de plus en plus de normes, de plus en plus de procédures, de plus en plus de plateformes numériques, où on nous demande sans cesse des inscriptions, des mots de passe, etc. Mais il y a de quoi perdre son latin. Et à un moment, vous savez, vraisemblablement, que pour être devant vous ce matin, il eût fallu que je fasse signer quelques autorisations administratives étant à plus de 30 kilomètres de mon lieu de résidence de travail. Et si je commence à faire ça, je m'en sors plus. Je suis peut-être hors norme ou hors la loi. Je prends peut-être un risque inconsidéré, mais j'ai l'impression de vivre. Et à un moment donné, cette hyperinflation, cette bureaucratisation du monde crée ce sentiment à un moment donné d'être démunis. Parce que ils votent des lois, mais nous n'avons pas tous les mêmes moyens pour y répondre, au nom de l'égalité. Et je continue cet exemple du compte de PIB parce qu'il m'a marqué. À l'époque, je crois, Renault, c'était Carlos Ghosn qui était à la tête de Renault. Quand Carlos Ghosn apprend, Renault apprend, c'était Emmanuel Valls qui était à Matignon à l'époque, qui a ce compte de pénibilité. Qu'est-ce qu'il a fait? Ben, je vais vous dire ce qu'il a fait. Il a convoqué le DRH du groupe. Et il a dit, il y a combien de personnes, enfin, il y a combien de personnes, ça, il devait le savoir, 110, 120 000 personnes qui travaillent pour nous. Embauchez-moi 30 personnes au service de DRH pour pouvoir remplir ce machin. Bien sûr que ça va peser sur le compte d'exploitation de Renault. Mais vous comprenez qu'à ce jeu-là, les grands groupes seront toujours les bons élèves de la République. Parce qu'ils auront toujours les moyens de répondre sans cesse à ces injonctions liées aux lois et aux règles. Je l'imagine même appeler Matignon. Allô Manuel, c'est Carlos. Et je l'imagine. Ils se connaissent par leur prénom. Enfin, vous dire, ça aurait pu être Tavares. Il y a beaucoup de Carlos à un moment donné dans le secteur automobile. Mais bon, maintenant, vous êtes un indépendant du droit, de la santé, cadre de vie, technique, professionnel du chiffre. Vous avez 3, 5, 10 salariés. Qu'est-ce que vous avez fait quand vous avez appris ce compte de pénibilité? Je vais vous dire ce que vous avez fait. Vous avez convoqué votre DRH. Voilà. Alors, vous avez compris quand je dis ça, que je plaisante. Et vous savez que quand je dis ça à la fac, les étudiants continuent à écrire. Non, mais c'est pour vous dire l'inconscience PMiste dans notre pays. Si vous ne prenez pas la peine d'expliquer que la PME, ce n'est pas IBM divisé par 1000, qu'un dirigeant de PME n'a pas de DRH, il n'a pas de DIRCOM ou de DIRCAP, de CODIR ou de CODEX, et que par le jeu de la division du travail, la PME, elle n'est pas différente des grandes, elle est spécifique.
et que c'est au nom de cette spécificité qu'il faudra un jour bâtir les théories de la PME. Je suis venu comme tout universitaire avec mes produits, un livre, les grands auteurs en entrepreneuriat et PME. On a mis 5 ans avec le professeur Messegem pour chercher les rares économistes qui ont remis l'entrepreneur et la PME au centre du village. Très important. Schumpeter, Joseph Schumpeter. Tous les experts comptables, je les ai repérés immédiatement, ils ont réagi. Mais les autres, est-ce que vous connaissez Schumpeter? Très important. Très important de lire Schumpeter, mais permettez-moi de vous dire, ne vous contentez pas de Schumpeter, lisez aussi Sarasvati, lisez aussi Gartner, lisez aussi Pierre-André Julien, vous ne les connaissez pas. Alors que quand vous allez à la préfecture, je peux vous dire que le préfet a entendu parler de Keynes, qui justifie l'intervention de l'État, et quand vous entendiez l'ancien numéro 1 de la CGT, il avait entendu parler de Marx. Mais ils avaient raison. Mais ils avaient raison d'avoir entendu parler de Marx, la théorisation de la lutte des classes. Mais je me rends compte que le monde patronal, ici ou même ailleurs, au nom de nous on est des gens de terrain, nous on est l'économie réelle, vous vous démarquez trop de la théorie. Il faut théoriser les PME. Les PME, il ne faut pas les défendre. Dès que vous dites, moi je défends les PME, vous êtes perdant, vous êtes défensif. L'UDCA de Pierre Poujade, c'était le D de défense. Le CID Unati de Nicou, le D, c'était la défense. Le CDCA de Poussé, qui a fini avec 2 balles dans la tête, c'était le D de défense. Dès que vous dites défense, vous avez perdu, vous êtes dans la défensive. Non, il faut promouvoir les PME. Il faut les promouvoir. Et la meilleure façon de promouvoir, c'est la théorie, parce que la théorie, c'est l'intérêt général. Alors quand on vous parle de Keynes ou quand on vous parle de Marx, balancez comme les jokers, vous savez, les enfants dans la cour d'école, Schumpeter. Mais oui. Et comme ils en auront d'autres, vous leur sortez Gartner, vous leur sortez Sarasvati, le principe de l'effectuation. Et c'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Et merci de m'avoir donné l'occasion de pouvoir dire ça. Parce que j'arrive à mon sujet. Oui. Et oui, j'ai pas oublié. Eh oui, mais le préambule, c'est pour que vous compreniez que je suis un PMiste. Et c'est justement parce que j'ai passé ma vie à théoriser la PME qu'un jour, je me suis intéressé à quelque chose d'essentiel, qui est votre santé. La santé des chefs d'entreprise, la santé des indépendants, la santé des médecins. Alors ça, c'est un vrai sujet. Les cordonniers les plus mal chaussés. La santé des experts comptables, mais aussi la santé des agriculteurs, la santé des commerçants et des artisans, la santé des industriels, la santé des patrons de PME. Et qu'est-ce que je découvre le jour où je me pose cette question? Rien. Un effet Gulliver. Il y avait plus de statistiques sur la santé des baleines bleues que des entrepreneurs. Non, vous rigolez, mais je rigole pas. C'est une réalité. Et c'est tout en l'honneur de l'espèce humaine de s'intéresser à la préservation de l'espèce animale. Pour le dire autrement, il n'y avait pas d'épidémiologie de la santé au travail des travailleurs indépendants. Ça, c'est extraordinaire. Et les rares statistiques que nous avions, elles étaient mal dégrossies, parce qu'à un moment donné, quand on est en santé au travail, on va distinguer ouvriers qualifiés, ouvriers non qualifiés, employés, cadres supérieurs. 5 catégories. Et l'hétérogénéité de la PME, une seule ligne, c'était commerçant, artisan, professionnel libéral et chef d'entreprise. Comme si un avocat vivait dans les mêmes conditions qu'un tailleur de pierre. Comme si finalement un architecte était dans les mêmes conditions qu'un commerçant. Il y a une grande diversité, y compris sur le plan épidémiologique. Il fallait dégrossir ces statistiques, qui étaient en plus extrêmement effacées, on n'en parlait pas. Alors oui, la question de la santé a été un élément moteur qui m'a amené il y a 15 ans maintenant à créer l'Observatoire à Maroc, qui est une association qui existe encore. D'ailleurs, si certains veulent l'aider, n'hésitez pas. Hein, non, mais j'ai besoin de volontaires pour remplir nos questionnaires, pour alimenter les bases de données, parce que tout ce que je vais vous dire, tous les résultats qu'on a, ne sont jamais que le produit de tout ce qu'on a pu mesurer et de toutes les théories qu'on a utilisées. Et c'est bien parce que j'ai en théorie la PME que avant les services de santé au travail, j'ai posé cette question. Comment se fait-il qu'il y a des milliers de médecins du travail? Ils ne s'étaient jamais posé la question de la santé de l'employeur. Mais pourquoi? Pareil, loi de Zouaï, 1946. On a créé la santé au travail pour tous, entendez, pour tous les salariés. Et le patronat porte sa responsabilité, parce que j'ai regardé les minutes de l'époque, le patronat à l'époque dit non, nous, on veut bien gérer les services de santé au travail, mais on
on veut pas s'assujettir à ça. Ok, peu importe. Mais il n'empêche que les médecins du travail étaient, sur la santé au travail, des salariés. Il a fallu la loi Lecoq-Grandjean, dans son article 23 de 2021, pour enfin, et on y a joué un rôle, qu'on puisse aujourd'hui, je vous le dis, et peut-être que pour certains, je vous l'apprends, que désormais les services de santé au travail peuvent s'intéresser à la santé des employeurs et même des indépendants. Et pour les employeurs, gratuitement. Moi, j'ai insisté auprès des législateurs. Quand j'ai vu Sandra Motin à l'époque, j'ai vu Lecoq, puis j'ai vu d'autres personnes, je leur ai dit, attention, ne créez pas une cotisation de plus pour les employeurs. Parce que quand même, très souvent, je vous connais, très souvent, vous trouvez que la santé au travail, ça coûte trop cher pour le service rendu. Moi qui les côtoie de près, je considère, et je pense que le président Chassan sera d'accord avec moi, il y a quand même de belles compétences dans les services de santé au travail. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. Mais c'est vrai qu'il y a tout un travail, toute une révolution à faire. Alors, on avance lentement. Et aujourd'hui, moi, je suis très content que 80 services de santé au travail en France se sont rapprochés de l'Observatoire Maroc pour mettre en place un dispositif qu'on a mis en place pour pouvoir évaluer la santé au travail des indépendants. Et on verra d'ailleurs quelle suite a donné de mon intervention. Mais cette question-là de la santé, elle n'est pas importante, elle est essentielle. Elle est essentielle. Et je vais prendre 2-3 exemples pour vous faire prendre conscience de l'importance de la santé d'un dirigeant sur son entreprise. Est-ce que vous vous souvenez quand il y a eu la mort de Steve Jobs en 2011 ? Ça commence à dater maintenant. Je pèse mes mots. Quand on apprend la mort de Steve Jobs, 30 secondes, vous entendez ? 30 secondes plus tard, c'est une société cotée en bourse, 30 secondes plus tard, l'action d'Apple, elle a perdu combien ? Est-ce que vous vous en souvenez ? Allez-y. Oui, 40 60 devant. 60% une fois. Non, je veux pas qu'il y ait de remords. 60% deux fois. Non. 80 dans le fond. 80 dans le fond. 80 dans le fond, attention. Ne démarquez pas, c'est un enfant. 81 fois, 82 fois, moins de 1%. Alors, j'aime bien cet exemple parce que, mais vous le savez ça, les marchés financiers sont cyniques. Quand je dis ça, c'est qu'ils s'en foutent des mauvaises nouvelles, les marchés financiers. Ce que les marchés financiers n'aiment pas, c'est l'incertitude. Ce sont les surprises. Or, la mort de Steve Jobs, c'était une mauvaise nouvelle, mais c'était pas une surprise. Il avait déjà annoncé bien avant qu'il avait un cancer du pancréas. Donc, il a tenu d'ailleurs 6 ans comme ça. Alors là, maintenant, je prends un bon exemple. Nous sommes en 2006, là aussi. Édouard Michelin. Peut-être que certains s'en souviennent. Et de vous à moi, pourquoi est-il allé faire une partie de pêche en Bretagne ? Il serait venu chez moi à Palavas-les-Flots, ou à la Grande... Enfin, j'allais dire à la Grande Motte. Attention, ça devient dangereux maintenant. En tout cas, avec les synagogues qui viennent. Ça, c'est terrible. Non, mais vous connaissez l'histoire. Le samedi, il pêche. Mais j'allais dire, bon, le dimanche, on le repêche. Pas d'humour noir. Pas d'humour noir. Je suis pas enregistré. Non, mais bon, attendez, maintenant, wak, hein. Enfin, bon, on part en prison pour moins que ça. Bon, et là, en plus, la famille Michelin, paix à son âme, et c'est une grande famille, vous le savez très très bien, à quel point il y a un attachement et à l'Auvergne, et à ce génie industriel qu'ils ont su mener. Mais là, on tient un bon exemple, parce que c'est la mauvaise nouvelle, c'est la surprise. Et en plus, peut-être que vous le savez, Michelin, c'est une société en commandite par action. C'est une exception du CAC 40. Ça veut dire que le lien entre la famille, le lien patrimonial est plus fort. Alors là, on tient un bon exemple. Là, l'action, elle a perdu combien ? Quand le Palais Brognard, à l'époque, a ouvert le lundi matin. Allez-y. Peut-être qu'il y a des Auvergnats ici, certains s'en souviennent. Non, mais vous diriez combien à l'intuition ? Ah, 15% ? 15% une fois ? 60% devant. 60% une fois. 60% deux fois. Moins de 1%. Non, vous n'avez pas compris, il ne faut pas répondre à mes questions. Je vous ai dit que j'étais un PMiste, n'est-ce pas ? Apple et Michelin, ce sont des PME. En anglais, on dit « too big to fail ». Bon, je traduis. Trop grand pour faillir.
Un jour, un étudiant m'a dit, quand vous parlez l'anglais, on dirait Fernandel à New York. Alors je me méfie. Too big to fail. Trop grand pour faillir. Prenons un exemple fictif. Vous prenez un grand groupe du CAC 40. Imaginez, c'est fictif, et à la fac, on peut des fois avoir des théories un peu fictives. Imaginons que le dirigeant de ce groupe coté en bourse se retrouve en prison. Dans une prison lointaine, dans un pays lointain. Hein? Eh bien, je vous garantis que le groupe qu'il présidait continuera à tourner malgré ça. Imaginons même, soyons fous, il se fait la malle. Vous allez dire, les universitaires ont de l'imagination. Eh bien, ceux-là même qu'il aura nommés au conseil d'administration, lorsque le coq aura chanté 2 fois, ils l'auront trahi 3 fois. Vous entendez? Maintenant, je prends un dernier exemple. Vous prenez le dirigeant d'une PME de 6-7 salariés. Je rappelle d'ailleurs, ce que peu de gens savent, c'est que la taille moyenne des entreprises en France, c'est 5,5 salariés. Donc si vous avez 6 salariés, vous êtes déjà au-dessus de la moyenne. Parce qu'on parle toujours des grands, des grands, des grands. Une fois, j'ai une chef d'entreprise qui dit, oui, je suis toute petite, j'ai que 50 ou 60 salariés. J'ai dit, mais déjà, c'est énorme. C'est déjà énorme. Hein? Donc vous avez un dirigeant de 5-6 salariés, il se tue contre un platane. Là, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous avez compris. C'est un risque de dépôt de bilan. Eh bien, je viens là, par ces exemples, de vous transmettre une des plus grandes théories du management de la PME, qui est la théorie du professeur Henri Mahé de Bollandel, de l'Université de Montpellier. Parce qu'il y a un bastion, vous l'aurez compris, à Montpellier. Hein? Il y a un bastion de PMistes. On n'est pas très connu, mais on travaille. Et il appelle ça la théorie de l'effet de grossissement. C'est l'idée que le même événement, qui peut paraître anodin dans un grand groupe, devient cataclysmique dans une PME. Et c'est ça qui pourrait demain justifier un droit des PME. Mais non pas comme un nouveau droit d'une nouvelle minorité, hein, comme étant le droit de 99,84% des entreprises. Parce que le départ d'un salarié, vous le savez, ça peut parfois suffire à déstabiliser durablement le système de gestion d'une PME. Imaginons que demain, je décide de démissionner de l'éducation nationale au bout de 38 ans. Est-ce que vous croyez que le ministre de l'Éducation nationale va s'en rendre compte? Allez, s'il vous plaît. Eh bien, faites-moi plaisir. Ben, attendez, je suis quand même professeur des universités. À votre avis, en 38 ans de carrière, combien de fois j'ai serré la main au ministre de l'Éducation nationale? Pardon? 0. Mais vous me prenez pour un poulet de graines. 0. Ben, quoique si j'avais rencontré Ferry et puis Hamon, le ministre le plus éphémère de la Ve République avant UVA, enfin UDA, mais c'était après, ils n'étaient plus en poste. Mais effectivement, dans un grand groupe, moi si je démissionne, ça changera rien du tout. Alors qu'en PME, le même phénomène peut entraîner. Vous voyez, c'est ça qui est très important. Eh bien, la santé, dans un grand groupe, c'est malheureux à dire, et je ne le souhaite à personne, mais si un numéro 1 disparaît, il y en a peut-être 5 ou 6 qui attendent que ça d'ailleurs pour prendre la place. Alors que dans une PME, on a un risque de dépôt de bilan. Rien que ces exemples que je viens de prendre justifient non pas l'importance, mais le caractère essentiel, et je le dis devant des experts comptables, la santé du dirigeant, c'est le premier capital immatériel de l'entreprise de petite taille. Et quand vous prenez tous les balance scorecards, vous savez, tous les systèmes de tableau de bord, on ne met jamais la santé du dirigeant, jamais. Alors que c'est essentiel. C'est votre fonds de commerce. Ce sont vos compétences intrinsèques. Ça, c'est extraordinaire. Alors, quels sont les facteurs auxquels vous êtes confrontés? Je vous les livre. Premier facteur, extrêmement puissant, vous faites même plus attention, c'est le stress. Le jour où on a suivi des cohortes de chefs d'entreprise dans le temps, avec plusieurs relevés dans le temps, donc c'est ce qu'on appelle des cohortes longitudinales pour avoir des suivis, eh bien, on s'est rendu compte de quoi? Que vous êtes sous l'emprise du stress, et de très loin. Sauf que vous faites même plus attention. Et pire, moi j'ai des chefs d'entreprise, des indépendants, qui me disent, hein, oh mais vous savez, d'un air très entendu, hein, il y a un bon stress et il y a un mauvais stress. Si vous pouviez m'aider
à tordre le cou à cette très mauvaise distinction qui date de l'école d'Harvard 1912, Yates, qui disait eustress et distress. Je suis désolé, il n'y a pas de bon stress. Et d'ailleurs, c'est très insidieux les expressions, parce que si vous êtes convaincu qu'il y a un bon stress, ça veut dire qu'insidieusement, vous pouvez même engendrer un management par le stress. Si le stress était si bon que ça, mais moi je vous donne un conseil, stressez vos clients, puisque c'est bon. Stressez vos voisins et vos conjoints. Allons, je suis désolé, il n'y a pas le début du commencement d'une seule étude épidémiologique qui montre que plus une personne est stressée, meilleure est sa santé. C'est pas vrai. Le stress est pathogène. La bonne théorie, c'est stress choisi, stress subi. En anglais, hindrance stressor, challenge stressor. Challenge, d'ailleurs, qui est un mot d'origine française, je tiens à le préciser. Trop souvent, on croit que c'est un mot anglais, mais ça vient du vieux français, challenge. Comme d'ailleurs beaucoup de mots anglais, ils nous ont pompé, en d'autres époques, beaucoup de mots, le mot budget, ça vient de bougette, enfin bon, je ne vais pas me lancer là-dedans, mais en tout cas, stress choisi, stress subi. Alors, je vais prendre un exemple, pour que vous compreniez bien la nuance. Et je vais prendre un exemple de stress subi, et je m'en souviens, c'était avant le Covid. J'étais à la gare de Montpellier, et j'avais un train à 7h04. Et moi, je ne sais pas vous, mais moi maintenant, avec l'âge, j'aime bien avoir les aises, donc j'arrive un petit peu en avance. Je sais plus, ça doit être 6h30 ou 6h40, bon bref, et puis dans ce cas-là, on prend un café croissant ou autre chose, bon. Et j'étais sur le quai à un moment donné, et j'ai entendu le message suivant. Mesdames et messieurs, votre attention, s'il vous plaît. J'imagine que vous prenez souvent le train. Quand vous entendez ça, c'est mal barré. On est d'accord. On est d'accord. Quand vous entendez ça, c'est mal barré. Et je me souviens, c'était, mesdames et messieurs, votre attention, s'il vous plaît. En raison d'une sortie tardive du dépôt. Alors là, je vous assure, à 6h40 du matin, qu'est-ce que ça veut dire? Une sortie tardive du dépôt. À mon avis, le cheminot, il s'est pas levé. Dans le langage diplomatique de la SNCF. Alors, le message, c'était ça. Mesdames et messieurs, votre attention, s'il vous plaît. En raison d'une sortie tardive du dépôt, le train numéro 5374, en provenance de Perpignan et à destination de l'île Europe, prévu à Montpellier à 7h04 sur le quai numéro 2 est prévu avec un retard approximatif de 5 minutes. 5 minutes. Ah, les cons! Si vous avez des relations avec la SNCF, dites-leur que pour 5 minutes, qu'ils nous balancent le chiffre de suite. Parce que je me souviens, j'avais une correspondance de 17 minutes. Je me suis dit, qu'est-ce qu'ils vont m'annoncer? Quelle est ma marge? Mais vous voyez, j'étais en stress subi. Le stress choisi, c'est moi à l'instant où je parle. Bien évidemment qu'on est stressé quand on prend la parole en public, même si on en a l'expérience, même si on en a l'habitude. Mais bien évidemment, vous croyez pas qu'à la maison, je parle en criant comme ça. Enfin, bon, ah oui, mais je suis en stress choisi. Pourquoi? Parce que quand Christophe Sens m'a appelé, quand Chirine Mercier m'a contacté pour me proposer d'être parmi vous ce matin, j'ai accepté. Donc oui, hier, j'étais pas avec ma famille, hier, comme vous d'ailleurs. Oui, mais c'est choisi. Comme vous d'ailleurs, personne ne vous a obligé d'occuper les mandats que vous occupez. Alors, ça change beaucoup de choses. Bien évidemment, même si c'est choisi, faire trop de choses, moi si je me fais à mettre trop de déplacements, ça va finir par m'user, bien évidemment. Mais la nuance, c'est que ces deux types de stress ne sont pas bons pour la santé. N'y revenons pas. Le stress est délétère. Mais le stress choisi est beaucoup moins délétère que le stress subi. Pourquoi? Parce que lui et lui seul génère de la satisfaction au travail. Et là, je dirais que c'est un moindre mal, le jour où on a mesuré, avec ces échelles-là, le type de stress auquel sont confrontés les professionnels libéraux, on s'est rendu compte, et c'est plutôt heureux, en tout cas c'est un bémol, vous êtes davantage un stress choisi qu'un stress subi. Personne n'oblige quiconque à faire les métiers que vous faites. C'est une démarche, c'est même un long parcours, c'est une formation,
c'est toute une trajectoire. Alors c'est choisi, bien sûr, quand vous êtes en stress, mais vous êtes davantage en stress choisi. Mais finalement, quand même, je le dis, il n'y a pas de bon stress. Le stress est pathogène, même s'il y a une nuance entre stress choisi et stress subi. Deuxième facteur auquel vous êtes confronté, la surcharge de travail. Mais écoutez, c'est très simple. Si je prends les chiffres Eurostat, le salarié français moyen travaille 35 heures,4. Si vous prenez les indépendants, les gens qui sont seuls à leur compte, on est à 42 heures. C'est une moyenne, hein, par semaine. Mais excusez-moi, la différence, c'est pas 35, 37. 35, 42, ça veut dire quasiment 1 heure tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Mais quand on prend un employeur, c'est-à-dire quelqu'un qui commence à avoir 2, 3, 5, 10, 50 salariés, on est à 52 heures en moyenne. 52 heures. Vous vous rendez compte, 35, 52? Vous êtes de très très loin les plus gros travailleurs de France. De très très loin. Et d'ailleurs, je dis toujours à mes étudiants, quand on regarde le salaire moyen des professionnels libéraux, le salaire moyen des patrons de PME, TPE, je dis toujours, ce qu'on oublie de dire dans les médias, c'est le nombre d'heures en face. Parce qu'il faut faire une règle de 3. Quand vous comparez le salaire moyen d'un salarié et vous prenez le salaire moyen d'un patron de TPE, vous vous rendez compte qu'il y a une petite différence, mais elle n'est pas si énorme que ça. Et d'ailleurs, le monde de la PME, vous le savez, c'est le monde de la classe moyenne, en grande majorité. Moyenne supérieure. Peut-être que l'artisanat, c'est peut-être moyenne, mais il n'empêche que c'est la classe moyenne. Et d'ailleurs, je le disais en aparté à certains d'entre vous, je fais une parenthèse, mais c'est la raison pour laquelle les marxistes n'ont jamais su théoriser la PME. Puisque l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire de la lutte des classes. Pour qu'il y ait lutte des classes, il faut des riches et des pauvres. Alors, la classe moyenne, ça les rend dingues, les marxistes. Parce que ça marche pas. C'est le grumeau de la pâte à crêpes marxiste, la classe moyenne. The middle class. Non, mais c'est vrai, ça les rend dingues. Il y a un texte de Mao Tse-tung qui dit qu'est-ce qu'on fait des classes moyennes? Et qui va segmenter, comme d'autres aujourd'hui segmentent la France aussi, hein, pour savoir qui est mon ennemi de classe, qui est mon ami de classe. Il parle que de ça, etc. C'est très intéressant, la PME. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle est insuffisamment théorisée. Enfin, je pourrais vous montrer à quel point la PME, même chez les libéraux, elle est atrophiée. Enfin bon, il faut théoriser la PME. Donc, vous êtes les plus gros travailleurs de France. Alors, le travail, c'est la santé. Eh bien, c'est vrai, figurez-vous. Les taux de mortalité et de morbidité les plus élevés, ce ne sont pas les ouvriers non qualifiés. Ce sont les chômeurs de longue durée. Et je vous invite à lire le livre du professeur Michel Debout, de Saint-Étienne, qui a écrit à la Fondation Jean Jaurès un ouvrage remarquable qui s'intitule « Le traumatisme du chômage ». Il a tellement raison. Et il a tellement raison. Non, le travail, c'est bon pour la santé. Oui, mais jusqu'à un certain point. Il y a en fait, regardez, une courbe en cloche. Et toute la question que nous posons, c'est où est le point d'inflexion? C'est-à-dire le point de basculement où le travail est bon pour la santé, mais à un moment donné, trop travailler, ça devient nocif. Est-ce que ce sont les 35 heures? Tiens. Mais vous savez que j'ai posé la question à Lille. Oui, je ne me suis pas débiné. J'ai posé la question à Lille. Voilà, moi j'avais tout révisé, hein. Martine à l'école, Martine à la plage. Il n'y a que Martine au travail que j'ai pas lu. Mais non, il n'existe pas. Ou alors il est épuisé. Hein? Et j'ai pas eu de réponse. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de réponse. Parce qu'on est tous très inégaux par rapport à ça. Vous avez des hommes et des femmes, le lundi matin à 10 heures, ils sont déjà fatigués. Non, ne riez pas, j'en croise à la fac. Alors moi je me suis dit, tiens, il a dû faire la fête, et puis non, tout le temps, je me dis, il fait tout le temps la fête. Non, il y a des gens, comment tu vas? Ouais, comme un lundi. Voilà. Combien de fois, je vous assure, combien de fois à la fac, mais c'est peut-être pas propre à la fac, tiens, allez, je vais donner cours. Ah, bon courage. Il y a d'ailleurs Philippe Bloch qui a écrit un livre qui disait, ne me dites plus bon courage. Et c'est tellement vrai. Moi, j'aime mon métier. Quand je vais faire un cours, j'aime l'enseignement. Et pourquoi bon courage? Dites-moi bon courage quand je vais voir le dentiste. Et encore. Non, ils ont fait des progrès. Ils ont fait des progrès. Vous avez vu? Vous avez vu comment je les repère? Non, et en plus, moi j'ai un très bon dentiste. Je vais jamais le voir. Non, c'est vrai. Mais vous comprenez à quel point, je dirais,
La question du rapport au travail est très différente. Vous avez des hommes et des femmes qui travaillent 60 heures par semaine, ils sont frais comme des gardons. On est tous très, très inégaux. Mais par contre, tous, qui que nous soyons, il y a des moments où on se dit, tiens, en ce moment, je me sens fatigué. Et même, soyez attentifs aux mots MOTS que vous employez pour vous-même. Peut-être qu'il y a des moments où vous dites, en ce moment, je me sens exténué, ou je me sens crevé. Vous voyez, vous avez changé de registre lexical. Les mots que vous employez pour vous-même ne sont plus les mêmes. Crevé, peut-être que c'est habituel, mais là, vous êtes exténué. Soyez attentifs à votre corps, à votre esprit. Soyez attentifs à votre fatigue. Voilà notre message que je voulais vous faire passer. Parce que là, depuis un certain temps, vous me regardez. Mais moi, je vous vois. Si vous saviez, tous ceux qui, depuis que j'ai pris la parole, se sont mis à bâiller, notamment dans le fond. Mais pourquoi? Parce que je me suis intéressé aussi à votre sommeil. Aujourd'hui, j'ai dirigé 11 thèses de doctorat sur la question de santé et entrepreneuriat. Une des thèses de Florence Guiliani que je lui avais donnée, elle s'en est bien sortie puisqu'elle a même eu un prix de thèse, c'était qualité du sommeil et efficacité entrepreneuriale. C'est un vrai sujet, ça. Est-ce que de la qualité de votre sommeil dépend la qualité de l'exercice de vos professions? C'est une vraie question. Figurez-vous que d'abord, en sciences médicales, il y a des médecins ici, le sommeil est un objet de recherche assez récent. C'est l'indice de qualité du sommeil de Pittsburgh, 1988. Moi, j'ai à Guy de Chauliac à Montpellier, le professeur d'Ovidier, peut-être que certains connaissent, qui est un éminent confrère. Mais il me dit, mais on passe un tiers de notre vie à dormir, mais finalement, la question, les pathologies du sommeil, oui, mais on s'intéresse au sommeil finalement depuis peu. 40-50 ans à l'échelle des sciences, c'est que dalle. Hein. Donc ça, c'est une vraie question. Qu'est-ce qu'elle a montré, Florence Guiliani? Deux choses. D'abord, la rogne du sommeil. Les indépendants que vous êtes, vous dormez moins que le reste de la population. Je vais vous dire le chiffre même, 6h20 en moyenne. Le INVS, le français moyen, dort 6h50. Alors vous allez me dire, oui, 6h20, 6h50, 30 minutes. Mais attendez, 30 minutes tous les soirs de sommeil en moins. Il y a, dans le BTP, j'ai fait beaucoup d'interventions dans le BTP, 6h10, 40 minutes en moins. Eh bien, à force, les médecins vous le diront, les médecins qui travaillent encore plus, ça peut créer une dette du sommeil. C'est pas bon. D'où une fatigue. On a mesuré la somnolence. Il y a une échelle qui s'appelle l'échelle d'Epworth. Très facile à manier. Bon, en 6 questions, on peut, si vous êtes honnête dans les réponses, hein, parce qu'il y a toujours une désirabilité sociale à paraître plus fort que ce qu'on est, mais on a nos techniques pour déjouer ces tours. Hein. Quand même, les chercheurs, on a fini par se rendre compte que parfois, surtout en matière de santé, le dirigeant avait tendance à vouloir l'idéologie du leadership. Je me vois comme un gagnant, un battant ou un winner. Donc, du coup, la parole de la faiblesse, elle est atrophiée. Vous savez combien de fois j'ai entendu chez des gens comme vous, je n'ai pas le temps d'être malade. Combien de fois? C'est le point de départ. J'en ai même certains qui me disent, vous savez, je ne tombe malade que quand je suis en vacances. Ah ben tiens, j'en voilà, voilà. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes en telle surcharge que lorsque vous relâchez, c'est votre corps qui reprend ses droits. Un jour, j'avais un gars du bâtiment qui m'a dit, mais moi, du coup, je prends plus de vacances. Et il me l'a dit, c'est un temps mêlé de fierté, c'est pas ce que je suis venu vous dire. Moi, je suis venu vous dire, soyez à l'écoute de votre corps et de votre esprit. Et donc, Guiliani, la rogne du sommeil, vous dormez moins, mais pourquoi? Vous dormez moins pour travailler plus. Et pour le dire autrement, vous faites de votre sommeil une variable d'ajustement de votre travail. Je suis au regret de vous dire que le sommeil a une fonction essentielle, c'est la récupération. D'ailleurs, je dirige une thèse sur les stratégies de récupération dans le monde entrepreneurial. J'ai pas encore dit, mais on est en train de mesurer tout ça. Quelles sont les stratégies de récupération optimales? Ça m'intéresse. Et ça nous intéresse nous. Parce qu'il en va de votre énergie, de votre vitalité et donc de votre efficacité. Vous voyez, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas la santé pour la santé. Ce qui m'intéresse, c'est le lien entre santé et entrepreneuriat. C'est ce lien-là où il y avait... là, il y a un programme de recherche. Et la chaire que j'ai créée permet de regarder dans le détail. Le deuxième résultat de Guiliani, elle a mesuré ce qu'on appelle la vigilance entrepreneuriale. Il faut savoir que l'entrepreneuriat, c'est la science de l'opportunité, si vous voulez. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des hommes et des femmes qui voient des opportunités, là où, sur le même terrain économique, d'autres ne voient rien, ou pire, des menaces. Ça nous intéresse en tant que prof d'entrepreneuriat. Donc, le Graal, c'est la vigilance entrepreneuriale. Donc, elle a fait des liens. Qu'est-ce qu'elle a montré? Que plus mon sommeil est atrophié, moindre est mon aptitude à saisir les opportunités.
Donc vous voyez, quel est mon conseil? Voilà, dormez. Et je vous le dis, il y en a qui m'ont pas attendu, je les vois. Ah oui, bien sûr. Et d'ailleurs, je vous livre, c'est le professeur Ohayon, qui est un professeur de santé spécialisé dans le sommeil, qui était à la Timone à Marseille, qui est parti aux États-Unis. Mais quels sont les 4 dysfonctionnements? Je vous les livre maintenant, comme ça, pour certains, vous pouvez vous faire votre propre auto-diagnostic. Les 4 dysfonctionnements du sommeil. Le soir, quand vous vous couchez, peu importe l'heure, ce sont vos heures habituelles, est-ce que vous mettez plus de 30 minutes pour vous endormir? Si vous dites non, c'est bien. Il y en a qui mettent 5 minutes. Il y en a qui mettent 10 minutes. Mais si vous mettez 30 minutes, 3 quarts d'heure, 1 heure, vous savez, les gens qui cherchent leur sommeil, ça c'est pas bon. C'est un dysfonctionnement. C'est un problème d'endormissement. Deuxième dysfonctionnement, le soir ou la nuit. Est-ce que vous vous levez? Alors l'homme de 50 ans, on sait pourquoi. Eh oui, ben vous verrez. Fait bon, bref. Ouais, mais là ça va, on est tous du même âge. Non, il y a quelques jeunes, Bon, ben, bref. Mais si vous dites une fois, ça va. Mais si vous dites 2 fois, 3 fois, 5 fois, deuxième dysfonctionnement, c'est le réveil nocturne. Troisième dysfonctionnement, le réveil précoce. Est-ce que vous vous réveillez avant le réveil? Moi, ça m'est arrivé ce matin, j'avais mis le réveil à 7h20, je me suis réveillé sans réveil à 7h07. Parfait. Ça, c'est pas un dysfonctionnement, c'est parfait, c'est optimal. Mais il y en a parfois qui se réveillent 1 heure avant le réveil. Et ils peuvent pas se rendormir. Parce qu'il y a une anxiété, parce qu'il y a un tracas. Ça nous arrive souvent quand on a un avion ou un train très tôt à prendre. Il y a une anxiété naturelle qui fait qu'on a tendance à moins bien dormir. Bon, ça, c'est naturel. Si c'est ça, si vous vous dépassez sans arrêt, ça devient problématique. Mais quand même, le réveil précoce, c'est un troisième dysfonctionnement. Et le quatrième, qui est le plus gênant, c'est le matin, quand vous vous réveillez, est-ce que vous vous sentez encore fatigué? Et là, je suis désolé. Si vous répondez oui, ça veut dire que la quantité de sommeil n'a pas donné suffisamment de temps, ou ne vous êtes pas donné suffisamment de temps de récupération. Ou alors, peut-être, qu'il y a un dysfonctionnement, peut-être même pathologique, une insomnie, les apnées du sommeil. Bon, là, il faut interroger le partenaire de lit, et s'il n'y en a pas, peut-être qu'il faut aller consulter. Mais soignez votre sommeil. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas changé le matelas? C'est vrai. Un jour, j'ai un indépendant qui m'a dit, moi, le matelas, c'est celui de mon grand-père. C'est une relique. On passe un tiers de notre vie sur un matelas. Soignez le matelas. Pas de lumière dans la chambre, pas de bruit. Refaire les doubles vitres. Soignez votre chambre parce que c'est soigner votre sommeil, parce que c'est soigner votre esprit d'entrepreneurial. C'est fondamental. C'est fondamental. Un jour, j'ai un artisan qui vient me voir, il me dit, moi, c'est simple, ça fait 30 ans que je me réveille à 4 heures du matin. Et alors, c'est ça qui est terrible. Je me réveille, j'ai trouvé. Je m'endors avec mon problème. Je me réveille en pleine nuit, j'ai trouvé la solution. Mais et après, il n'ose plus s'endormir, de peur d'oublier. Non, mais la vie d'entrepreneur est faite de ces détails-là, mais qui sont extrêmement importants pour la santé. Alors, je me souviens, je lui ai, comme une prescription, je lui ai dit, écoutez, c'est simple, hein, prenez un carnet, et je vous l'ai dit à vous. Et je sais qu'ici, il y en a qui ont des carnets. Pourquoi? Parce qu'en pleine nuit, vous avez l'idée, vous la notez, et vous retrouvez le sommeil du juste. C'est aussi bête que ça parfois, mais c'est extrêmement important, c'est pour ça que je vous le dis. Et je me souviens, l'artisan, je le vois 3 jours après, qu'est-ce qu'il m'a... Ah, c'est la première fois, parce qu'il avait fait, il avait noté, il m'a dit, j'ai retrouvé le sommeil. Ça faisait 30 ans qu'il vivait ça, qu'il n'arrivait pas à se recoucher, et un petit détail, fait, des fois c'est des détails comme ça, il avait noté, et il avait retrouvé le sommeil du juste. J'ai dit, mais voilà, on a trouvé la solution. Il me répond non. Qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, le lendemain matin, j'arrivais pas à me relire. Alors je vais jusqu'au bout de mon conseil. Prenez un carnet et exercez-vous à écrire dans la nuit. Parce qu'après, vous allez me maudire. Hein? Mais c'est extrêmement important. Donc, le stress, la surcharge de travail, le troisième facteur pathogène, c'est ce qui fait la noblesse de vos métiers, l'incertitude du carnet de commandes. Quand on est à son compte, quels que soient les métiers, on n'est jamais sûr de rien. On n'est jamais sûr de rien. Et il faut vivre avec ça. Moi qui suis fonctionnaire d'État, je connais mon salaire dans 5 ans, je connais mon salaire dans 10 ans, enfin bon bref, sauf cataclysme grec, et on y pense. Hein. Quand je vais voir les banquiers, ils sont gentils avec moi. Qu'est-ce que vous racontez sur les banquiers là? Ils sont gentils, ouais, il y a un petit père, monsieur Torres, c'est extraordinaire.
Hein? Mais quand on est à son compte, ou quand un jeune reprend une exploitation agricole, une entreprise familiale, c'est pas simple. C'est pas simple. Et vivre dans l'incertitude, je suis au regret de vous le dire, mais l'incertitude est un facteur pathogène. Et enfin, le quatrième et dernier facteur, qui est peut-être le plus insidieux, c'est la solitude. Et là, je vous renvoie à une étude qu'on a faite avec BPI France. Je fais partie de BPI Le Lab, et ce qui me permet 3 fois par an d'avoir le grand bonheur de voir Dufour, qui est le patron pour ceux qui le connaissent, c'est un type d'une intelligence extraordinaire et d'une vitalité très très forte. Et il m'avait demandé de diligenter une étude sur les solitudes du dirigeant. Et vous allez sur BPI Le Lab, vaincre les solitudes. Vous pouvez télécharger ça gratuitement. Il y a pas mal d'éléments, de solutions, à vous d'en faire votre miel, bien évidemment. Mais comme je m'intéresse à la santé, j'ai pris des indicateurs de santé perçue. Oui, c'est un des déterminants forts de la mauvaise santé mentale, la solitude. Et c'est même un des déterminants du risque d'épuisement professionnel. Donc la solitude, ça c'est un mal endémique du monde patronal. Hein. Et peut-être chez vous, plus encore que les autres, hein. Chez les indépendants. Hein. D'ailleurs, le mot indépendant, je disais tout à l'heure à Madame Geoffroy qui nous rejoindra, je compare souvent les indépendants à des chats. Vous êtes un peu des chats. Vous savez, les chats, c'est très indépendants. Hein. Est-ce que vous avez déjà vu un troupeau de chats? Eh bien, écoutez, c'est la première fois que je vois un troupeau d'indépendants, là. Non, mais vous le savez très bien, c'est très difficile de réunir les indépendants. Ce qui explique aussi la difficulté de l'action sociale. Parce que quand on veut agir dans l'action sociale, il faut être unis, il faut être ensemble. Moi, je salue le rapprochement que vous avez opéré, hein, qui était courageux, entre l'UNAPL et l'UPA, l'U2P. Et j'enseigne l'U2P, je parle de l'U2P à mes étudiants, il ne faut pas qu'ils entendent parler que du MEDEF. Ou de la CPME, je parle aussi beaucoup de la CPME en tant que PMiste, bien évidemment. Mais on voit bien que l'existence institutionnelle suppose des actions collectives. Et peut-être qu'on l'évoquera, est-ce que s'engager syndicalement, c'est bon pour la santé? Moi, j'aurais tendance à vous dire oui. Parce que ce qu'on appelle en anglais le commitment, l'engagement, c'est un facteur qui est bon pour la santé. Donc ça, il faut le dire aux plus jeunes, parce que je ne sais pas chez vous, mais j'entends dans d'autres syndicats crise du renouvellement des générations. Les générations ne voient pas. Ils se déconnectent de notre histoire, ils se déconnectent de nos traditions, ils se déconnectent de nos institutions, les jeunes. Hein. Moi, parfois, y compris les miens, à la maison, je prends pour moi ce que je dis. Hein. C'est qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé pour que même un député de la République sache même pas qui est le maréchal Pétain? Hier ou avant-hier, ça me terrifie ça. Où on va là? Où on va? Comment un député peut penser la France en ayant à ce point-là une distance, à défaut d'avoir un dédain de notre histoire? Moi, je m'interroge, et c'est un point extrêmement important. Mais la solitude, c'est un facteur pathogène. Alors, j'arrive presque à la fin de mon propos. Parce que, vous avez compris, quand je regarde les indépendants que vous êtes, que vous soyez du droit, peut-être encore plus de la santé, que vous soyez dans le cadre de vie technique, quels que soient les métiers que vous exercez. Le stress, vous faites même plus attention, voire même vous le positivez. La surcharge de travail, je vous l'ai dit, ça c'est bien documenté, vous êtes de très loin le plus gros travailleur de France. Troisièmement, la solitude, peut-être un peu moins pour vous ici présents, que l'archétype classique qui n'est même pas syndiqué. Et puis, l'incertitude du carnet de commande, dont la moindre évolution environnementale, effet de grossissement, peut remettre en cause l'équilibre. Alors vous avez compris quelle était mon hypothèse. Vous devriez tomber comme des mouches. Et pourtant, quand je vous vois, vous me semblez bien portant. Oui, et certains même... Alors là, je vous assure, vous l'avez pas vu, mais moi je vous regarde. Quand j'ai dit ça, il y en a plein qui ont regardé à droite à gauche. Alors là, franchement, c'est vrai, hein, quand je m'ausculte, je me fais peur, quand je me compare, je me rassure. Hein? Je sais plus qui disait ça, mais c'est bien vrai, là. Hein? Ah, alors je dois vous faire part d'une contre-hypothèse. Et cette contre-hypothèse, je la dois à un chercheur israélien qui s'appelle Antonovsky. Et Antonovsky,
dans les années 80, va faire un constat. Il dit, quand on parle de santé, on est toujours négatif. Et il dit, mais il y a peut-être des facteurs qui génèrent de la bonne santé. Et il va créer un mot que je vous livre, qui est la salutogénèse, par opposition à la pathogénèse. Hein, la pathogénèse, les facteurs pathogènes, ce sont ceux qui génèrent de la maladie. Hein. Les facteurs salutaires, ce sont ceux qui génèrent de la bonne santé. Et il nous invite à nous intéresser, bien sûr, traquer la maladie. Je dirais que la médecine, c'est la science qui traque les maladies. Mais pour autant, la santé, ce n'est pas uniquement l'absence de la maladie. L'OMS a bien tranché là-dessus. Une bonne santé, ce n'est pas uniquement l'absence de la maladie. C'est un état aussi de bien-être. Alors il faut s'intéresser aux facteurs qui génèrent la bonne santé. La salutogénèse. Alors quels sont les principaux facteurs salutogènes? Premier facteur, s'il y a des psychologues dans la salle, ils vont comprendre de suite ce que je vais dire. Le locus of control interne. Je traduis. Le sentiment de maîtriser son destin. Si vous avez le sentiment, c'est une croyance, hein, que si vous réussissez, c'est grâce à vous. Et si vous échouez, c'est de votre faute. J'assume les conséquences de mes actes. Et ça, figurez-vous que c'est très très bon pour la santé. Par opposition à ceux qui ont une contrôlabilité externe. Vous avez des gens qui n'assument jamais ce qui leur arrive. Hein, un jour, j'avais un jeune qui arrivait en retard. Je lui montre une montre que je n'ai jamais portée de ma vie d'ailleurs. Mais bon, il a compris ce qu'il voulait dire. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, ah, excusez-moi, ma grand-mère a oublié de me réveiller. Il avait 20 ans, le gars. Eh bien, je vais vous dire, on n'en fera pas un expert comptable. Hein. On n'en fera pas un médecin, ni même un dentiste, ni même quels que soient les métiers. Ah ouais, ou un chirurgien dentiste. Vous avez raison, c'est vrai. Un chirurgien, oui, c'est pour ça que... Oui, c'est la chirurgie qui change tout. Voilà, je l'avais oublié. Hein. Mais on voit bien à quel point vous avez des hommes et des femmes qui ont toujours une excuse. Il y a un petit monsieur qui fait des conférences en France que j'ai rencontré, qui est monsieur Goujon à Nantes. Il appelle ça la maladie de l'excusite. J'aime bien. Alors c'est pas une maladie répertoriée, hein, mais il a raison. Et alors pire que ça, c'est la victimisation. C'est encore plus loin parce que avoir une excuse, c'est une chose, mais se voir comme une victime, c'est terrible. On n'aide pas les gens en les victimisant. Quand les gens sont en difficulté, il vaut mieux leur dire lève-toi et marche. Si j'ose dire. Oui. Plutôt que de les enfermer dans une posture victimaire qui ne crée que de la rancœur, qui ne crée que de la haine, qui ne crée que de la division. Mais c'est terrible ça, et il faut le dire. La victimisation, c'est pathogène. C'est pathogène. Et donc ceux qui sont enfermés, parce que c'est pratique, hein, parce que quand vous voyez comme une victime, ou quand vous avez un locus de contrôle externe, la bonne excuse, vous n'avez aucune raison de vous remettre en cause. Aucune. C'est plutôt la société, il faut changer la société. Mais moi, non, moi je change pas. Je reste campé dans le dogme de mes opinions et de mon idéologie. C'est très dangereux. Vous savez, c'est pas rien, hein. Et moi j'ai commencé ma carrière dans une faculté de lettres. Je sais pas si vous savez ce que c'est qu'une faculté de lettres. Non, mais j'exagère en rien. Tous les 2 ans en grève. Ah mais moi j'ai fait, j'avais des étudiants, c'était des trotskistes, des léninistes, des maoïstes, des staliniens. J'ai fait de l'entrepreneuriat en milieu hostile. Pendant des années et des années. C'était extraordinaire. Et je voyais bien le discours ambiant, qui était le monde est pourri. Et il faut changer le monde, mais il changeait rien du tout. Il changeait rien du tout. J'ai plus changé, moi, la configuration de la santé patronale en partant d'une association de rien du tout, avec mon travail et mon bâton de pèlerin, pour essayer de faire comprendre que c'était important, et au patron et à la société de s'intéresser à votre santé, qu'en faisant des manifs, en faisant des blocages d'université. C'est en se redressant les manches, et en se levant et en marchant, qu'on arrive à changer les choses. La posture victimaire est la pire des choses. Non, la maîtrise de son destin. Eh bien, si vous regardez bien, je suis maître de mon destin, je suis libre, la liberté est fondamentale à l'UNAPL. Et j'assume les conséquences de mes actes. Vous savez, c'est la base de la philosophie de Sartre, l'existentialisme. Eh bien, ce que j'ai compris, c'est que les entrepreneurs que vous êtes, les professionnels libéraux que vous êtes dans l'exercice de vos métiers, vous avez un rapport au travail qui n'est pas comme les autres. Je vais oser un terme. Hein.
vous avez un rapport existentiel et identitaire à votre travail. Et j'ose même le mot, grand nombre d'entre vous, vous avez un rapport existentialiste à votre entreprise. Et ça, on l'a mesuré. Moi, je pose la question, à chaque fois que j'interroge un chef d'entreprise, votre entreprise et votre travail sont des éléments essentiels de votre existence. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ça? 85% des gens que j'interroge sont d'accord. Dans le monde agricole, on est rendu à 89%. Est-ce que vous savez comment on dit créateur d'entreprise en allemand? J'ai découvert ça récemment, je vous le livre. Vous savez comment les Allemands disent créateur d'entreprise? Créateur d'entreprise en allemand se dit Existenzgründer. Excusez-moi. Je me suis fait peur. Ah oui. C'est ça. On est con en France avec l'allemand. Hein. Enfin, c'est pas juste. Existenzgründer. Voilà. Des fois qu'il y a un germanique dans la salle, hein? Mais vous savez ce que ça veut dire, Existenzgründer? Ça veut dire fondateur d'existence. Hein? Il n'y a pas de meilleur mot pour qualifier le rapport entre la santé et l'entrepreneuriat. Mon prochain livre s'intitulera Existenzgründung. Avec un titre pareil, je vais faire un tabac. Mais c'est le mot le plus fort que j'ai pu trouver. Le rapport existentiel à votre entreprise. Ce qui explique, hélas, que parfois, quand certains liquident leur entreprise, il y a des risques suicidaires. D'où l'importance de continuer à développer des chartes APESA dans les tribunaux de commerce. C'est très important de lutter contre ça. Moi, j'aurais tendance à vous dire, aucune entreprise ne vaut la vie d'un homme ou d'une femme. Mais vous avez un tel rapport. Combien de fois j'ai entendu des entrepreneurs me dire, mon entreprise, c'est mon enfant, ou c'est mon bébé. Mais moi, j'ai cru pendant très longtemps qu'il n'y avait que des hommes pour dire des conneries pareilles. Jusqu'à ce que je fasse une conférence avec Anne-Sophie Panzeri. Je ne sais pas si vous l'avez connue, elle était présidente du réseau des femmes chefs d'entreprise. Et elle dit un jour, en conférence publique, j'étais avec elle, moi j'ai 3 enfants, 2 biologiques, le 3e, c'est mon entreprise. Et vous vous rendez compte dans quel état psychique on se met à ce moment-là? Et vous ne le savez peut-être pas, mais nous, en entrepreneuriat, quand on s'intéresse à la transmission, il y a des théories sur la transmission d'entreprise. Vous savez quelle est la théorie qu'on mobilise pour comprendre la transmission chez les indépendants, chez les chefs d'entreprise? C'est la théorie du deuil. Vous entendez? La théorie du deuil. On considère qu'un homme, une femme comme vous, qui a un rapport existentiel au travail et existentiel à l'entreprise, même quand vous transmettez l'entreprise et que ça se passe bien à vos enfants, il faut vous préparer comme si vous faisiez un deuil. C'est pas simple. Combien de fois, moi, j'ai vu des hommes et des femmes qui avaient une activité, qui disent, ça y est, j'ai transmis à mes enfants. Ah, c'est super. Alors, qu'est-ce que vous avez fait le lendemain? Le lendemain? Ah ben, je suis retourné... Et vous croyez que les enfants, c'est simple de travailler avec le patriarche ou la matriarche dans les pattes? Non, mais je vais vous dire, moi, à chaque fois, je pose, au risque de mettre les pieds dans le plat, les 3 attributs du pouvoir. Quand quelqu'un me dit, ça y est, j'ai transmis, je dis, très bien, vous avez transmis, qui signe? C'est prosaïque comme question. Qui signe? La signature, c'est le pouvoir. Si vous me dites, oui, mes enfants et moi, vous n'avez rien transmis en vérité. C'est-à-dire, les enfants, ils signent, mais moi, je contre-signe. Vous voyez? C'est pas simple de lâcher la signature. Deuxièmement, est-ce qu'il a lâché son bureau? Autre attribut du pouvoir. Et le 3e attribut, c'est est-ce qu'il a lâché la place de parking? Vous rigolez, mais c'est la réalité. C'est la réalité de la PME. C'est la réalité de la théorie de la PME. Une fois à Saint-Étienne, j'étais avec la FNTR, il disait, mais monsieur, vous ne pouvez pas savoir à quel point vous parlez de ma vie. Il m'a dit, mon père a transmis à mon frère et moi. Maintenant, c'est moi, théoriquement, le patron. Mon père, il est venu et il s'est garé à la place de DG, vous savez, directeur général. Il a repris sa place habituelle. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, le fils? Sachant que son père arrivait à 7 heures un jour. Ben, il est arrivé à 7 heures moins le quart et il s'est posé sur la gare, sur la place, pour lui montrer. Vous savez ce qu'a fait le père? Il s'est garé derrière. Et il m'a dit ça. Mais dans la symbolique, on est bien dans la théorie du... Et je ne jette la pierre à personne. Je ne jette la pierre à personne. Je comprends et les enfants, je comprends les parents. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Ça a duré 3 jours. Et il m'a raconté, hein.
Il m'a dit, bon, ben, j'ai continué, j'ai persisté. Je suis arrivé à 7h15, mon père se mettait derrière, et après, le 3e jour, j'ai craqué, avec un complice. Il est allé chercher un autre véhicule, et il s'est garé derrière le père qui le bloquait à lui. Il a dit, et là, mon père a fini par comprendre. Mais c'est pour vous dire à quel point la vie d'un entrepreneur, le rapport que vous avez au travail, le rapport que vous avez à votre entreprise, le rapport auquel vous avez avec l'exercice de votre compétence, il n'est pas neutre. Il est loin d'être neutre. Et moi, j'emploie ce mot de existentiel, et même existentialiste. Alors, effectivement, la maîtrise de son destin, c'est les bases de l'existentialisme. L'être humain est libre. Il n'est jamais libre. Mais c'est parce qu'il est libre qu'il doit assumer les conséquences de ses actes. Il y a une très très forte internalité dans les théories et la philosophie de Sartre. Si Sartre savait un seul instant que je mobilise sa philosophie pour parler des entrepreneurs, il en serait surpris. Mais je vous garantis que c'est bien tous les travaux que je conduis. Deuxième facteur salutogène, le hardiness, l'endurance. Ça veut dire quoi l'endurance? Je tombe, je me lève. Je retombe, je me relève encore. Je tombe 7 fois, je me relève 8 fois. C'est le livre de Philippe Labro. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Tomber 7 fois, relever 8 fois. Et de vous à moi, faites le compte. Il se serait relevé 7 fois, ça suffisait. Hein. Je ne sais pas pourquoi il dit 8, mais bon, bref, j'ai jamais su pourquoi. Mais oui, faites le compte une fois. Enfin, bon, bref, je pense que Labro, il a voulu, voilà, c'est l'emphase. Vous voyez, voilà, il a voulu insister non pas sur la chute, mais sur le rebond. Voilà, être endurant, c'est bon pour la santé. Être un peu entêté par moment, c'est bon pour la santé. Être catalan, c'est bon pour la santé. Voilà, voilà, on se retrouve. Hein? Oui, mais je devrais dire aussi que être basque, c'est bon pour la santé. Hein? Et être breton aussi, hein, c'est bon pour la santé. On a beaucoup. Être corse, c'est bon pour la santé. Nous avons en France beaucoup de peuplades hein, qui sont assez coriaces. Hein, qui sont assez coriaces. Mais oui, ça c'est bon. Et intéressez-vous au rebond. Intéressez-vous au portail du rebond. L'Observatoire Maroc, avec 60 000 rebonds, second souffle, recréé, nous avons créé le portail du rebond. Et on travaille d'ailleurs avec la DGE, la Direction Générale des Entreprises, parce que un homme ou une femme qui échoue, surtout dans l'idéologie du leadership, c'est parfois une vie qui disparaît. Alors, il faut mettre en place la politique de la main tendue. Et je dis toujours, la main tendue c'est bien, mais il y a mieux que la main tendue. C'est la main saisie. Parce que vous pouvez tendre toutes les mains que vous voulez, si la personne en face s'enferme dans sa solitude, dans sa torpeur, peut-être parfois dans sa honte, ça c'est terrible. Et je crois que là, il y a un rôle aussi pour vous en tant que syndicat, c'est de faire la promotion du rebond et de faire la promotion de ce portail du rebond, de dire que personne n'est jugé. Vous serez écouté dans la difficulté qui est la vôtre, mais on essaie de créer surtout 60 000 rebonds et second souffle. Ce sont des associations qui sont développées sur tout le territoire national. C'était hélas Guillaume Mullier qui nous a quittés dans un accident tragique d'avalanche, hein, mais qui portait haut et fort cette association. Maintenant c'est Philippe Fourquet. Mais vraiment, intéressez-vous au rebond. Parce que le rebond, c'est une façon positive de parler de l'échec. Le rebond, c'est le coup d'après. Alors c'est salutogène le rebond. Et alors, le troisième et dernier facteur, et je m'arrêterai là, et bon, ça c'est très renseigné, il y a eu plein de travaux qui l'ont montré, et je suis sûr que vous le savez ce que je vais vous dire, parce qu'on en a beaucoup entendu dans, je dirais, l'opinion publique, mais c'est l'optimisme. Vous le savez ça, hein? Les optimistes, être optimiste c'est bon pour la santé. Tous les médecins ici présents vous diront, l'optimisme de la guérison, c'est extrêmement important. L'état d'esprit de la personne qui est atteinte d'un cancer, qui est atteinte d'une maladie de longue durée. D'ailleurs, il y a aussi le réseau CARE, que j'apprécie beaucoup, avec Madame Aubanel, qui se développe. Et il faut aussi aider CARE à se déployer sur tout le pays. Ils accompagnent les indépendants atteints d'un cancer ou d'une affection de longue durée. Vous êtes démunis. Alors, vous encore, vous êtes un peu avertis et éclairés parce que vous êtes dans les syndicats. Mais la plupart des autres, ils savent rien. Il y en avait même qui disaient le RSI, pour moi, c'est le régime sans indemnité. Bon, c'était un peu exagéré, mais il n'empêche que c'était aussi une réalité. Donc, très important, l'optimisme, c'est bon pour la santé. Les optimistes vivent mieux plus longtemps que les pessimistes. C'est pas une bonne nouvelle, non? Ah, non, je vois peut-être dans le fond des pessimistes.
qui se disent, tiens, voilà encore une mauvaise nouvelle. Eh bien, moi, je trouve que c'est une très très bonne nouvelle. Et d'ailleurs, ça, il faut que je vous le dise, Christophe m'a déjà entendu là-dessus, mais je considère que c'est comme une découverte. Avec mon équipe de l'Université de Montpellier, on s'est intéressé aux pessimistes. On a fait une découverte. Il y a 2 espèces différentes. Ah, ça, il faut que je vous le dise. Il y a ce que j'appelle le pessimiste anxieux. Alors ça, le pessimiste anxieux, c'est du lourd. Parce qu'alors, dès qu'il y a une nouvelle, il imagine le pire. Il faut pas qu'il écoute France Info. Hein. C'est parce que non, c'est vrai. Il vaut mieux, alors là, pour le coup, il vaut mieux qu'il écoute Rire et Chanson. Ça lui fera du bien. Mais alors, l'anxieux, je sais pas si vous l'avez remarqué comme moi, en général, c'est pas un causeux. Hein, ça va, toi? Oui. Ça va, oui. On appelle ça les atrabilaires. Ils se bouffent de l'intérieur, mais en silence. Voilà. Non, il y a une deuxième espèce, que j'appelle le pessimiste anxiogène. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Alors, l'anxiogène, c'est un anxieux, hein, mais il vous irradie d'anxiété, voyez-vous? Et on dirait qu'il en est fier. On dirait qu'il en est fier. Et là aussi, une anecdote, c'était il y a 20 ans, je vous ai dit, j'ai commencé ma carrière dans une faculté de lettres. Ce jour-là, j'allais surveiller un examen, et puis il y avait un long couloir, et je vois une collègue arriver là, elle arrive, et lorsqu'elle arrive à mon temps, elle me dit, ah tiens, qu'est-ce que tu fais là? Du tac au tac, je dis, ben je vais surveiller un examen. Elle me répond, ah, tu auras assez de papier? Ah, comment vous dire, de papier d'examen? Moi, je suis un vieux prof. C'est le privilège des normaliens. Christophe Sanz, vous l'avez dit que j'étais normalien? Ah non, vous ne voulez pas? Je pèse lourd, moi, attendez. Et quand on est normalien, on commence très tôt dans l'éducation nationale. Ça fait 38 ans que j'enseigne, je suis un vieux prof. Vous imaginez bien que des examens, j'en avais déjà organisé des centaines et des centaines de fois. Eh bien, quand elle m'a posé cette question, je m'étais jamais posé la question, jamais, avant un examen, de savoir si j'allais manquer de papier examen. Jamais. Mais quand elle me pose la question, je me suis dit, c'est pas con comme question. Sauf que 3 secondes après, je me suis mis alors juste, est-ce que j'aurai assez de papier? Eh bien, c'est ça l'anxiogène, c'est cette personne que vous croisez, vous êtes tranquille. En 5 secondes, le temps de vous poser la question, elle m'a insinué le doute. Et puis c'est pas fini. Elle m'a dit, ah, et si tu as des étudiants qui trichent? Ah, et tu auras assez d'examinateurs? Tous les partis, vous savez? Et puis comme ça. Ça vous est jamais arrivé, ça? Des fois, vous êtes bien, puis d'un coup, tu dis, tiens, je me sens pas bien. Ah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vraisemblablement, vous avez croisé un anxiogène. Et la question que je pose, parce que je suis prof de management, c'est comment on gère les anxiogènes? C'est pas une vraie question, ça? C'est pas une vraie question de management? Eh bien, je vais vous dire, il y a 2 réponses, il y a 2 solutions. La première, et je voudrais que ce soit un message d'espoir. Ah oui, parce que j'ai vu que tout le monde n'a pas rigolé dans la salle. Bon, hein. Eh oui, je les repère vite maintenant. Bon, enfin bref. Alors, bon, les psychologues ici présents peut-être pourraient être à mes côtés pour dire le problème de l'anxiété, c'est que c'est un trait de personnalité. Et les traits de personnalité, hélas, c'est stable. Oui, alors avec ça, on est bien barré. Hein? Permettez-moi de rajouter, c'est stable à court terme. Oui, mais pas à moyen long terme. Et si j'ai un message à faire passer, c'est ne restez pas toute une vie sous l'emprise de l'anxiété. Parce que ce n'est pas une vie d'imaginer le pire à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau. Ce n'est pas une vie d'imaginer le pire à chaque fois qu'il y a quelque chose qui vient à vous. Ce n'est pas une vie. Mais dans ce cas-là, ayez le courage. Ayez le courage d'aller écouter, aller voir, aller consulter les professionnels de l'écoute. Les psychologues. Je pense aussi aux coachs, les consultants. Le coach, quelque part, c'est quelqu'un qui accompagne la personne, mais de manière très positive, de manière très salutogène. Mais ne restez pas toute une vie sous l'emprise de l'anxiété. Il y a toujours une solution psychologique à ça. Ça, c'est la première solution. Il y a une deuxième solution, qui, je vous l'avoue, est un peu plus radicale, mais bon, je vous la livre, vous en ferez ce que vous voudrez, que j'appelle la solution géométrique. C'est la tangente.
Alors, comment vous dire? La première fois, l'anxiogène vous appelez un traître. Vous l'avez repéré. Bon. Le lendemain ou le surlendemain, quand vous le croisez, quand vous le voyez arriver de loin, vous voyez? Eh bien, vous faites en sorte que sa trajectoire ne croise jamais la vôtre. Vous prenez la tangente. Je vous assure, c'est efficace. Et là aussi, j'intervenais, c'était à La Rochelle. C'était avec la Fédération française du bâtiment. À la fin, je vois un grand gaillard. Il vient me voir, il me dit « Ah, votre définition de l'anxiogène. » Je dis « Vous avez reconnu un collaborateur ?» Il me dit « Non, ma femme. » J'avais l'air malin avec ma tangente, hein. Voilà. Alors, comme maintenant, attention, walk, il faut faire attention, je vois qu'il y a des femmes dans la salle, en tout cas en toute apparence, puisque maintenant, on ne sait plus. Je tiens à dire aussi qu'une fois, j'intervenais pour l'ordre des experts comptables à Paris. Je crois que c'était Pierre Cohen qui m'avait invité, ou Julien Togars. Et une femme expert comptable m'a dit, mais j'ai reconnu mon mari. Donc voilà, hein, qu'on soit clair, ce n'est pas l'apanage des femmes, ce n'est pas l'apanage des hommes, ce n'est pas l'apanage des autres. En tout cas, on voit bien qu'il y a des anxiogènes. Alors j'arrive à la fin de mon propos. Ben oui, parce que du coup, les facteurs salutogènes, quand on est un indépendant, on les cumule. Vous êtes maître de votre destin. Si vous allez voir le banquier pour emprunter, vous n'allez pas dire, écoutez, si j'ai de la chance, voilà, c'est mon projet, et finalement, je m'en remettrai à la chance pour réussir. Non, d'ailleurs, on demande souvent des plans d'affaires, des business plans. Et puis vous allez dire, si ça marche pas, j'ai un plan B, voire même une solution de repli si jamais. Alors, nul ne sait ce que réserve l'avenir. Mais voilà quelqu'un qui a de la suite dans les idées. Deuxièmement, quand on est indépendant, il ne faut pas être endurant. Je vous pose la question, il ne faut pas être endurant quand on est indépendant. Il ne faut pas être endurant quand on est chez l'entreprise. Moi, il y a une quinzaine d'années, lorsque j'ai créé ma première micro-BNC pour pouvoir facturer, je vous assure, j'avais rien fait. Une semaine après, j'ai reçu une lettre de l'URSSAF. Rien fait. Et je me souviens, quand j'ai ouvert, je croyais qu'ils allaient me féliciter. Ça rend naïf, la fonction publique, hein? Et la lettre, c'était, sauf erreur de notre part, hein? C'est le seul moment où ils sont polis. Et après, j'ai regardé le chiffre en bas à droite, hein? Ah oui, c'est extraordinaire, hein? Et d'ailleurs, est-ce que vous avez prêté attention au logo de l'URSSAF? Je crois qu'ils l'ont changé récemment, mais non? Vous faites comme moi, vous regardez et vous payez. Oui, alors le logo, c'était un petit bonhomme. Alors, vous avez un carré à la place de la tête. Vous savez comment il était, le petit bonhomme? Il était comme ça. Je dis, eh ben c'est ça l'URSSAF, vous allez voir, vous vous faites braquer, et si vous n'êtes pas content, ils vous mettent la tête au carré. Oui, il faut être endurant quand on est un indépendant, hein. Bon, mais je sais que vous êtes aussi à travailler avec l'URSSAF, donc on reste en bonne amitié avec eux. Les anciens me disaient, les anciens, c'est plus vrai maintenant, ils disaient, ah, l'URSSAF, l'URSS Air Force. Mais non, mais ils ont changé quand même, ils ont fait des progrès, c'est vrai. Enfin bref, il faut être endurant et l'optimisme, parce que quand on est à son compte, quels que soient les métiers que vous exerciez, que l'on soit professionnel libéral, qu'on soit un artisan ou un commerçant, c'est vrai aussi, je dirais d'une certaine manière agriculteur, d'une certaine manière les chefs d'entreprise, on est maître de son destin et on est dans des fonctions qui, de manière endogène, créent de l'optimisme. Vous êtes des investisseurs, vous êtes des employeurs, dans certaines activités, vous êtes des aménageurs, vous êtes des formateurs, la question de la formation, les apprentis que vous prenez, vous les formez. Toutes ces fonctions-là, toutes, elles ont un point commun, elles sont tournées vers l'avenir. Et donc, elles créent de manière endogène une représentation positive de l'avenir, sinon on ne le ferait pas. Ça ne serait pas possible. Il est très très difficile et très compliqué, à mon sens, d'être un entrepreneur si on a une vision ultra négative de tout ce qui va advenir demain. Alors, j'arrive à la fin de mon propos. Vous avez compris que la santé des entrepreneurs, c'est une balance. Oui, vous cumulez stress, surcharge, incertitude, solitude et mauvais sommeil, qui est un des bémols de la santé des indépendants. Oui, mais en général, vous cumulez aussi beaucoup de facteurs salutogènes, c'est-à-dire la maîtrise du destin, l'endurance, le rebond, l'optimisme, et il y en a d'autres encore, hein, mais le propos peut s'arrêter là. Alors la question que je vous pose, c'est qu'est-ce que j'ai découvert? Ceux qui ont lu la conclusion peuvent répondre, mais
à part 2 ou 3 ici, initiés, vous ne savez pas, parce que c'est un des résultats qu'on a mis en évidence. Où penche la balance? Alors, je vais vous demander un petit vote à main levée, c'est pas très démocratique tout ça, mais c'est comme ça entre nous, et peu importe, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il n'y a que votre situation à vous. La question que je vous pose, qui pense parmi vous que la balance penche du bon côté? C'est-à-dire que les facteurs salutogènes pèsent davantage que les facteurs pathogènes, et que finalement, je réponds à la question, entreprendre est-il bon pour la santé? Ben, la réponse, ça serait oui, parce que les facteurs salutogènes sont plus importants que les facteurs pathogènes. Levez la main, et y compris dans le fond, y compris devant. Allez-y, participez, sauf si vous êtes salarié, peut-être que vous vous dites, je suis différent des autres, mais ah ouais, c'est intéressant. Et qui pense, il y a quand même une majorité, grande majorité, et qui pense, et vous avez peut-être de bonnes raisons de le penser, que, hélas, entreprendre, c'est peut-être très enthousiasmant, mais ça peut laisser des grandes séquelles sur la santé, et que entreprendre, c'est mauvais pour la santé. Levez la main également. Il y en a moins, beaucoup moins. Eh bien, je vais vous dire les résultats. Tout ce que je vous ai dit était théorique. Vous entendez? Je ne me suis pas renié une seule seconde de ce que je suis, d'abord et avant tout un universitaire, sur la santé des chiens. Je pense que vous m'avez compris. Bon, voilà, donc arrêtons de dire que les théories sont loin ou non, non, il y a des théories qui nous permettent qui nous donnent à comprendre en fait. Ce n'est jamais que ça, les théories. Eh bien, je vais vous dire les 2 résultats qu'on a mis en évidence. Le premier, et c'est une bonne nouvelle, la balance penche du bon côté. Pour le dire autrement, il y a ce que j'appelle une salutogénèse entrepreneuriale. Entreprendre, c'est bon pour la santé. Pour les raisons que j'ai évoquées. Parce que vous êtes justement des existences grinders. Et qu'à un moment donné où on est dans ce rapport existentiel au travail, ben, le travail ne pèse plus. Il y a, je dirais, presque une fonction quasi sacerdotale. L'entreprise devient sacrée. D'où la part de sacrifice personnel que vous consentez, parce que vous servez la grande cause qui est votre officine, votre cabinet, votre activité, et ça c'est sacré. Et d'ailleurs, sacerdoce et sacrifice, ce n'est jamais que le sacré. Sachez qu'aujourd'hui, avec mon équipe, on s'intéresse à la santé des maires, les élus locaux. Il y a le même effet Gulliver. Il y a le même effet Gulliver. Sur les 35 000 maires, mais 97% d'entre eux sont dans des communes de moins de 10 000 habitants. Nous avons lancé une grande enquête et je vais mettre en place pour les maires le même dispositif que j'ai mis, en adaptant bien sûr, que je l'ai mis pour les entrepreneurs. Mais oui, être entrepreneur, c'est bon pour la santé. Mais il y a un bémol. C'est bon pour la santé, mais c'est épuisant. Mais c'est épuisant. Et l'épuisement peut conduire à un moment donné à la pathologie. Et toute la question, c'est-à-dire que, comment je m'en suis rendu compte? Vous savez, en science, on s'intéresse à la moyenne, et on s'intéresse aussi à l'écart type. Tous ceux qui sont experts comptables, vous savez, la variance, c'est la mesure du risque. Les actions, plus de variance que les obligations, etc. Bon. Et donc, j'ai constaté, avec mon équipe, que sur pas mal de variables, vous aviez une variance un peu plus forte. C'est-à-dire qu'en gros, les entrepreneurs, ils ont des hauts très hauts, mais parfois, ils peuvent avoir des bas très très bas, et des bas beaucoup plus bas que les autres. Et pourquoi il y a cette intensification émotionnelle, cette intensification de santé? Parce que l'explication, c'est ce rapport existentiel, et qui fait qu'à un moment donné, vous avez tendance à vous oublier, je n'ai pas le temps d'être malade, ou alors je ne tombe malade que quand je suis en vacances. Donc du coup, la question que nous posons, et que j'aimerais poser avec vous, mais pas uniquement la poser, c'est comment agir, parce qu'après tout, la joie de l'âme est dans l'action. Quels sont les dispositifs de sécurité que nous devons, nous, société organisée, mettre en œuvre pour éviter que certains d'entre vous ne tombent ou ne craquent. Si demain on arrive à mettre ces dispositifs, avec vous comme je le fais avec d'autres, eh bien j'aurai le sentiment du devoir accompli. Et maintenant, regardez vos montres. Quelle heure est-il? C'est l'heure de la pause. Voilà. Allez, merci. Voilà. Merci. Voilà. Et on se revoit juste après la pause dans un quart d'heure où on a une table ronde avec 3 personnes que je vous demanderai d'encourager. Voilà.